Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des régimes militaires qui ressurgissent sur le continent, qui font irruption sur la scène politique sur le continent. David Asiba Johnson, vous vouliez dire votre désaccord par rapport aux propos de Loïc Le Floch-Prigent. Ce que je voudrais dire, et qui me paraît important, il a la réalité industrielle et puis sa formation d'ingénieur, etc. C'est-à-dire que la France dit, elle va au Mali pour contenir l'islamisme. Et en même temps, elle interdit à l'armée malienne de pouvoir aller à Kidal. Ouais. Et ça ne le gêne pas du tout. Il dit c'est pour défendre, ça ne le gêne pas. Je ne me pose pas une question. Mais ce qui m'intéresse, c'est que... Mais il dit que ça ne me gênait pas. mais ça ne vous interpelle pas. Ne me faites pas un soutien du gouvernement actuel. Non, ne me faites pas. Non, nous sommes en train de débattre. Je sais, écoutez, j'ai dit que j'ai lu vos ouvrages en termes de politique industrielle et je vous ai dit à l'instant que vos contributions étaient importantes et que le gouvernement ne les a pas entendues. Cela dit, s'agissant de l'Afrique, j'ai considéré que vous n'avez pas traité du tout le problème. Nous pourrons en débattre puisque je suis un spécialiste de politique industrielle, entre autres. Je reviens sur l'essentiel. La France va pour contenir l'islamisme. Oui. Mais, en fait, si elle voulait se rendre même service, n'est-ce pas, à elle, si elle était conséquente avec elle-même, cette France, est-ce qu'elle a eu recours, elle a fait à la guerre de 14-18 et qu'elle a demandé à Blaise Diagne? C'était des tirailleurs sénégalais qui étaient venus au front pour se battre. Oui, par rapport. Ce qu'on demande, on dit, on va au niveau du Mali et l'on contient la possibilité de pouvoir progresser, l'armée malienne de pouvoir progresser. Ça me pose un problème énorme. Je ne crois pas que la France doit faire la guerre à la place des Africains. Si elle devait rendre service à l'Afrique, si elle devait se rendre service à elle-même et utiliser tout le potentiel et l'historicité et les dimensions culturelles qui étaient les siennes, n'est-ce pas? C'était justement de pouvoir armer essentiellement l'armée malienne. Quel est l'intérêt, votre contradiction par rapport à son propos? Je ne le qualifie pas, il dit non, ça n'engage quel intérêt la France a selon vous, l'armée française, en tout cas les différentes opérations dans le Sahel, quel intérêt elle servait selon vous? Mais elle dit qu'elle servait pour contenir l'islamisme. Oui, et vous dites que c'est pas sérieux, vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse. C'est ce qu'il dit. D'accord. Maintenant, quel autre intérêt? Oui, selon non, mais je n'ai pas à savoir quel intérêt elle a, puisque je ne suis pas la France. C'est à elle de savoir. Ne me faites pas dire. Pourquoi vous me demandez de me substituer à un État pour dire quel est son intérêt? Je ne tomberai pas, en tant que stratège, je ne tomberai pas dans ce jeu. L'intérêt de l'Afrique, c'est que le Mali reste uni et qu'il n'y ait pas la scission du Mali. Bien sûr. Parce que la France ne le permettrait pas, même au niveau d'Ajaccio, ou bien chez les Corses, ou bien dans ma famille bretonne, et que les Bretons demandaient essentiellement l'indépendance, bien qu'on aille jusqu'au niveau de Rennes, on ne paye pas de péage, et quand on veut rentrer en Bretagne, on cohabite avec justement des diversités. Donc en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quel était l'intérêt de la France à ce niveau-là. Elle sait très bien qu'elle ne révèle pas ses intérêts, qu'elle prétende, mais la théorie économique l'a bien cristallisé, on appelle ça des asymétries d'information. Et je dis une chose, je fais une autre chose. N'est-ce pas? La question, il ne s'agit pas pour nous de savoir de quel était l'intérêt de la France pour y aller. Elle a prétendu que c'était pour contenir l'islamisme. Mais la meilleure façon de contenir l'islamisme, c'était de permettre effectivement que l'armée malienne ou les armées africaines affrontent directement. Le propos est très clair. Loïc Le Floch-Prigent, cette troisième partie, effectivement, est consacrée à l'analyse, si on veut, de ce sentiment qualifié à tort ou à raison d'anti-français, mais avant d'aborder ce point précis, Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes français, vous êtes technocrate certes, mais vous avez une dimension politique parce que vous avez dirigé de grandes entreprises qui étaient des leviers politiques aussi, notamment sur le continent. Quand on compare les ex-colonies britanniques
et les ex-colonies françaises, il y a des différences assez frappantes. Vous avez par exemple, dans plusieurs ex-colonies françaises, des bases militaires françaises, ce que la Grande-Bretagne n'a pas dans ses anciennes colonies. Pourquoi déjà ça? Pourquoi ce besoin d'être présent militairement dans différentes régions du continent? Premier élément. Deuxième élément, il y a des questions, certes symboliques, mais qui ont aussi des ressorts économiques fondamentaux. La question monétaire, par exemple, le franc CFA, ça fait des décennies que ça dure. Pourquoi c'est si compliqué pour la France d'opérer la véritable cassure, la véritable rupture par rapport à cette question monétaire, puisque elle cristallise beaucoup de ressentiments, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de suspicion aussi. Pourquoi? Alors, vous posez deux questions qui sont des questions à un gouvernement. Hein, et pas des questions à un homme d'entreprise. Oui. Mais donc je vais répondre à votre question néanmoins. Sur la première, je n'ai jamais compris pourquoi nous continuons à vouloir une armée de libération ou d'occupation qui s'incruste. Je n'ai jamais compris et je considère que c'est une erreur historique. Bon, alors maintenant, cette erreur historique a été commise, c'est pas à moi d'en décider. Et mais si jamais vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, j'aurais répondu la même chose. Il y a 30 ans aussi, je comprends pas. Hein, donc, alors soit et ça va être la deuxième, la réponse à la deuxième question, mais qui est ambiguë bien sûr. Soit les gouvernements de ces pays demandent à la France d'être là. Alors là, bon, comment on fait? Si d'une certaine façon, le gouvernement de République centrafricaine demande à un moment aux Russes de venir s'installer en République centrafricaine, et les Russes arrivent et tout va bien, on applaudit. Donc bon, là, il y a une ambiguïté sur la position des uns et des autres en la matière. C'est-à-dire que lorsque, à un moment, on dit à Wagner, dont on sait bien qu'il est dirigé par des proches de Poutine à l'époque, alors maintenant ça s'est peut-être un peu disloqué, en fait, c'était à l'époque, bon, bah, on demande bien à la Russie de venir au secours. Donc on voit bien que la relation entre sur le militaire a toujours été ambigu avec n'allez pas, venez quand même. Donc mais moi, je considère que c'est une erreur d'avoir une armée française là-bas. Deux, en ce qui concerne le franc CFA. Alors le franc CFA, ça a été une façon qui était peut-être complètement stupide, d'avoir la même chose que ce que nous étions en train de développer en Europe, avec l'euro, dans le continent, sur le continent africain, avec les différents conseils de soit l'Afrique de l'Ouest, soit l'Afrique centrale, et qui étaient d'accord avec ça. Sauf qu'en 1945, quand le français a été créé, l'euro n'existait pas, il n'y avait même pas l'Union européenne. Dans sa dynamique historique. Dans un premier temps. Moi, je suis désolé, je ne retourne pas, à Foccart. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu. Absolument. Alors, ce que j'ai vécu, j'ai dit, moi, qu'est-ce que vous voulez faire aux pays africains? Est-ce que vous voulez avoir chacun votre monnaie? Est-ce que vous voulez avoir une monnaie? Et comment elle s'appelle? Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc, et la réponse a été non. On a envie d'être raccroché à l'euro. Et on a envie d'être... Et on continue à se... Oui, très bien. C'était pas des économistes compétents. Oui, mais... Oui, on est d'accord. Moi, je suis désolé, je suis industriel, oui. Je n'ai aucun attachement personnel, aucun attachement. Je termine, monsieur le professeur, excusez-moi. Je n'ai aucun attachement personnel aux deux éléments que vous avez. Ce n'est pas mon problème. Bien sûr. Voilà. Alors, et je considère qu'on fait bien avec. Et si jamais chaque État retrouve sa monnaie, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est là où la notion de liberté et de démocratie effectivement africaine intervient. Mais si jamais vous avez
un président qui est là depuis longtemps, qui est en fait, qui fait des élections bidons, qui est soutenu par un certain nombre de forces économiques ou politiques qui lui permettent de rester en place, et que lui dit à son chef et son responsable financier, vous restez. Bon, qu'est-ce que j'y peux? Rien. Ouais, vous savez, je crois qu'il faut chacun doit voir midi à sa porte. Bien sûr. En ce qui concerne ma profession industrielle, je considère que l'effort que j'ai voulu faire pour que se développe une industrie africaine n'a pas été payé, et n'a pas été payé, en ce qui me concerne, beaucoup plus à cause des dirigeants africains qu'à cause de moi. Et lorsqu'en particulier j'ai voulu développer des raffineries de grande ampleur, les dirigeants africains ont préféré, et j'ai des exemples précis mais j'ai pas envie de les dire ici, ont préféré prendre les produits pétroliers des raffineries extérieures parce que ça remplissait leur caisse, c'est pas les caisses de l'État, leur caisse, plutôt que de faire des grandes raffineries. Et donc de cette façon. Alors, je dirais que d'un côté, le dirigeant du ciment a fait l'inverse, et je dis bravo d'un côté. Simplement, il était sur un produit pondéreux qui effectivement nécessitait une production locale. Et donc, mais dès qu'il veut s'échapper de ce business model, dès qu'il veut aller ailleurs, il prend des coups sur le nez. On voit bien que le dirigeant politique africain, moyen, je n'irai pas plus loin, il a envie de remplir ses caisses à lui et à sa famille. Et c'est un des problèmes que nous avons traversé au cours de la vie que j'ai menée, et que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre sur un certain nombre de points, non pas pour dire j'ai la solution, j'ai pas la solution, je dis simplement j'avais esquissé des pistes. J'aime l'Afrique, je constate cette situation, je la déplore, et je dis maintenant, messieurs et mesdames les Africains, s'il vous plaît, débrouillez-vous tout seul. C'est important que vous débrouillez tout seul. Très rapidement, professeur. Et là, je rejoins le professeur. Vous êtes intelligent, vous avez l'éducation, vous connaissez les mathématiques, vous connaissez la physique, vous connaissez la biologie. Allez-y, allez-y. Sur les deux points que j'ai évoqués, la question de l'armée et la question monétaire, mais laissons la question de l'armée et la question du franc CFA. Vous avez des dirigeants africains qui vous disent c'est une bonne monnaie, c'est celle qu'il faut. Le Sénégalais Macky Sall le dit, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara le dit. C'est difficile à comprendre. Pourtant, ce sont des gens qui sont entourés, d'abord, ils sont pour l'un économiste, il a fait le FMI, etc. Et l'autre aussi un technocrate et entouré de gens intelligents. Comment se fait-il que le franc CFA soit décrié par les uns et que d'autres chefs d'État disent c'est bon, c'est la monnaie qu'il nous faut? Bon, alors vous avez cité ces deux personnes. Il faut remettre à César ce qui est à César. Hein. Donc, l'économie monétaire est une sous-rubrique de la macroéconomie. Et par ailleurs aussi, ce n'est pas parce qu'on est collaborateur au Fonds monétaire international qu'on a des compétences réelles en macroéconomie. Hein. On a vu aussi le FMI faire des recommandations qui ont été des recommandations bidons, et malhonnêtes, incompétentes, de niveau zéro de la pensée scientifique. C'est totalement vrai. Voilà. Alors la question fondamentale, elle est la suivante. Elle dit, est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, afin que vous puissiez comprendre, prenons le cas de l'Union européenne avec la monnaie... avec l'euro. Vous voyez la rigidité auquel nous sommes confrontés par rapport justement au déficit. Quand on avait pris des indicateurs macroéconomiques qui consistaient à dire qu'il ne fallait pas dépasser tant, etc., la posture de l'Allemagne par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Grèce a été d'une violence, de telle façon qu'il a fallu que la France intervienne et que des concessions soient faites, etc. Donc le fait d'avoir une monnaie commune n'est pas susceptible d'induire forcément un développement. Donc la question fondamentale, elle est la suivante. Quelle politique macroéconomique doit être définie préalablement à une vision stratégique qui a été initialement formulée, qui permettrait de dire, je vais obtenir le bon taux d'intérêt
qui va être piloté, déterminé par la Banque centrale, eu égard aux objectifs. Là, on est en train de faire de la macroéconomie. Ce n'est pas nos camarades assis, n'est-ce pas, dans des bureaux. Moi, j'ai fait des modèles, n'est-ce pas, pour le reporting au niveau de la Banque de France. J'ai vu ça hier. Je sais donc de ce... Absolument. Donc, il y a un de mes frères aussi, Sanvi Abouidovi, qui a été le directeur de recherche à la Banque de France. Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle les modèles DSGE. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons affaire à Dakar, à des gens qui sont assis et ne se posent pas la question, toute la formation qu'ils ont acquise, mais pourquoi ne pas prendre le problème de la souveraineté monétaire africaine et la diriger correctement. La Corée du Sud a été à même de le faire. Regardez les résultats auxquels la Corée du Sud, elle est contributrice au niveau justement de l'OCDE, alors qu'elle avait un niveau de PIB nettement inférieur à tous les pays africains de l'époque. Voyez-vous ce que ça peut apporter. Si vous n'avez pas une bonne politique, je dis le B.A.B.A. Bonne politique macroéconomique. Non, d'abord cette politique macroéconomique. D'abord une vision stratégique. Où désirions-nous aller? Quelles sont les filières de politique industrielle que nous allons définir, qui doivent permettre le taux d'intérêt, qui va permettre justement de dire je pousse telle filière avec des taux bonifiés par rapport à d'autres, etc. Non, c'est un ensemble. C'est le taux d'intérêt minima, n'est-ce pas, qui est défini par les modèles. Au moins, vous n'êtes pas dans le slogan, vous êtes dans l'analyse et vous abordez les problématiques. Mais on peut le faire, ça. Nous pouvons faire ce cours-là dans leur complexité. À défaut, si les chefs d'entreprise, à défaut, si les chefs d'État ou les ministres de l'économie ne sont pas compétents, qu'ils fassent appel. On est d'accord. Aux économistes parce que la compétence existe. Voilà. Vous voyez qu'on a un point d'accord. Totalement d'accord, totalement d'accord. Mais merci quand même de nous avoir mis en évidence que des chefs d'État africains ne sont pas patriotes et qui permettent justement de remplir leurs poches et refuser justement que des industries soient développées. Il est important de le rappeler. Très rapidement, un dernier point pour finir cette émission. Loïc Le Floch-Prigent. Quand on lit votre livre, on sent que vous y avez mis du cœur, que vous êtes préoccupé par la résolution des problèmes liés au développement, etc. sur le continent, et vous esquissez même des pistes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là. Mais ma dernière question, qui aussi, d'une certaine manière, alimente ce sentiment anti-français sur le continent, c'est... Je partirai d'abord d'une petite anecdote. Nous sommes en février 2021. L'ambassadeur malien en France est reçu au Sénat avec 4 autres de ses collègues du Sahel. Il s'appelle Djimé Diallo. Ils avaient pour mission d'expliquer un peu comment ils perçoivent l'opération Barkhane au Sahel. Après avoir salué le remarquable travail que fait l'armée française au Mali, il a juste émis quelques critiques par rapport à certains comportements de quelques éléments de la Légion étrangère dans certains quartiers de Bamako. Des observations, pas des critiques. Des observations, on va dire même. Ça suffit pour déclencher le courroux des sénateurs qui ont exigé et obtenu de Macron qu'il soit rapidement ramené à Bamako. Pourquoi ce rapport à l'Afrique? On ne ferait jamais ça à un ambassadeur américain, ni britannique, ni chinois, ni japonais. Voilà, j'en étais malade. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment mon pays peut faire ça. Ce n'est pas en tous les cas la manière dont j'ai été élevé. Je vous le dis. Voilà. C'était malade. J'en étais malade. Mais ce n'est pas le seul moment où je suis malade. Les derniers voyages ont été également des choses sur lesquelles j'ai été malade. Et votre réponse permet de renforcer sur le continent le sentiment qu'on n'a pas de problème avec les Français. D'ailleurs, les Africains, on se mélange. Que je veux dire. Il y a beaucoup d'Africains qui ont épousé des Français, des Françaises, au fond, de beaux enfants. On n'a aucun problème avec les Français. Mais la France politique et son rapport à l'Afrique, c'est ça qui doit changer. C'est ça qui doit changer, et je voudrais être l'artisan de ça en venant chez vous et en disant, je vous assure que les Français n'ont pas cette attitude. Je vous assure. Merci. Je voulais dire juste quelque chose. Oui, très rapide. Utiliser le concept de sentiment anti-français est un narratif
imbécile. Oui, je mets toujours. Oui, c'est un narratif imbécile parce que, en fait, à défaut d'arguments, on utilise. Oui. Non, mais en fait, les gens sont libres de pouvoir dire je ne veux plus de militaires, je ne veux plus de base militaire, je ne voudrais plus que vous comportiez. Je voudrais tout simplement qu'on valorise mon uranium pour produire de l'électricité. Mais vous ne voulez pas le faire. Et je voulais vous dire même, s'agissant de Wagner au niveau de la Centrafrique, c'est le gouvernement français qui s'est opposé à l'achat des armes et qui elle-même a recommandé qu'on s'adresse à la Russie. Je le sais. Oui, absolument. Ils ont poussé et Touadéra le président Touadéra dans les bras de Poutine. Dites-vous. Ils l'ont fait. On est absolument d'accord. Nous avons des preuves. Merci pour ces éclairages que vous avez. En tout cas, le sentiment anti-français, c'est un attrape-nigo qui n'est pas à la hauteur de la grande nation qui est la France. Merci à vous. Et du grand continent qu'est l'Afrique. Absolument. Merci. Du grand et beau continent qu'est l'Afrique. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et pour suivre cette émission en podcast, vous pouvez donc la suivre sur www.nca-tv.com et abonnez-vous massivement aussi. À bientôt.